Bonjour et bienvenue pour ce webinaire organisé par La Tribune en collaboration avec la French Tech. Alors après le FinTech Summit qui s'est tenu à Paris au Grand Rex et qui a rassemblé 50 000 personnes lundi dernier, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est mis en avant par la crise, celui de la souveraineté. Après Aix-Marseille et Bordeaux, donc c'est à Nice que l'on va parler de tech, de stratégie également, et de ce qu'il faut mettre en place pour porter la France et mettre, comme va nous le redire l'un de nos intervenants ce matin, mettre Nice sur la carte. Donc pour parler de ce sujet avec nous, Cédric Messina, coprésident de French Tech Côte d'Azur. Bonjour Cédric. Bonjour. Et dirigeant de MyCoach. Bonjour. À vos côtés, alors pas que virtuellement, mais presque également physiquement, Charles Cohen. Vous êtes le dirigeant d'une start-up qui s'appelle Bodyguard, et on va voir après ce que Bodyguard permet de faire. Et un peu plus loin, également physiquement, mais tout aussi virtuellement, Michel Schwing, donc vous êtes le co-dirigeant d'Areco et le président du Club des entrepreneurs de Grasse, qui fait partie de la French Tech. La souveraineté, qu'elle soit numérique, alimentaire, comme on va l'évoquer pendant les 40 prochaines minutes, a beaucoup été mis en avant depuis un an parce que la crise a montré les faiblesses de la France. Et on parle beaucoup de relocalisation, de souveraineté. C'est presque un mot qui a été mis à toutes les sauces. Et c'est souvent un mot d'ailleurs qui est très, très lié au GAFA. Et forcément, la première question, elle est pour Cédric Messina. La France, dit-on, est en retard sur certains sujets. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire dans la filière numérique pour garder de la souveraineté, pour acquérir peut-être de la souveraineté? Alors, déjà, c'est définir. Merci de me poser cette question qui n'est pas essentielle, mais pour moi fondamentale. En fait, je ne suis pas sûr, et à part la communication grand public, c'est hyper compliqué de faire passer ce message-là, mais il est forcément important. Il y a eu une table ronde qui a été faite là-dessus sur la souveraineté et sur qu'est-ce que cela entraîne. Et ce n'est pas mon cheval, ça doit être notre cheval de bataille. Et on parlait tous d'Amazon. Donc, quand on parle de souveraineté, souvent on parle d'Amazon. Et une des phrases souvent qu'on oublie d'aborder, c'est que Amazon, le problème, on aurait dû le régler il y a 20 ans. On a des exemples types, c'est-à-dire que souvent, on évoque une prédominance des GAFA ou de Alibaba ou de tout ce que vous voulez, mais c'est souvent des boîtes qui s'y sont pris bien en amont. Et c'est souvent en aval qu'il faut réfléchir et pas un moment que le constat est fait. Quand le constat est souvent fait, c'est quasi plus possible d'aller le combattre. Je vais être assez radical, mais pour moi, la bagarre du B2C économique est perdue. Comment rattraper Netflix, comment rattraper Amazon, comment rattraper Airbnb, Booking, ça va être super complexe. Et ça serait même illusoire de penser que aujourd'hui, avec le retard pris sur ce marché-là, on y arrive à y répondre. Je crois que c'est aussi se pencher sur les endroits où la France est leader. Je crois qu'il va falloir accepter d'abandonner des pans d'économie et d'activité tout entière et se concentrer sur des thématiques, le B2B notamment, où on est bon dans le développement durable, on est bon dans plein de domaines, et plutôt capitaliser sur les segments de marché où on est les meilleurs. Et en termes de numérique, c'est ça. Je crois que bon nombre de politiques s'en mêlent, mais je crois que c'est plutôt la souveraineté, c'est égale puissance. Souvent, souveraineté, puissance. Et on l'aborde sur un problème politique, mais quand vous l'abordez dans les couloirs et non plus médiatiquement, tout le monde s'en fout en fait. Je crois que la souveraineté, c'est aussi un engagement collectif. C'est de se dire comment on favorise les solutions et locales et nationales. Et on devrait déjà disséquer, au-delà des grandes phrases, c'est savoir qui le fait vraiment et qui ne le fait pas. Mais je pourrais en débattre pendant des heures. Je vais laisser mes potes, parce que c'est le cas, parler là-dessus. Mais je crois que si je souligne, je ne sais pas si ça a été fait exprès, vous avez 3 générations là, un peu de dirigeants locaux. Mais effectivement, c'est vrai que… Je l'ai vu et où on est tous très élogieux, fans, sans se connaître forcément de ce que chacun fait. Michel, c'est un modèle. Il a, c'est un, j'ai pas vu plus sexagénaire qui est autant dynamique, moderne, investi et qui donne le ton. Et là, vous avez la nouvelle génération qui arrive, qui casse tout et dont on est les plus fiers. Et c'est à nous de mener ce combat. Moi, je suis entre les deux et de tirer celles-là qui viennent prendre notre place et s'appuyer sur ce que les grands font. Et je crois que c'est sur ces exemples-là. Et nous, avec nos compétences, de faire valoir en fait
ce qu'est la souveraineté, c'est montrer ce qu'on sait faire et essayer d'amener tout un écosystème pour nous porter, non pas pour nous-mêmes, mais pour créer de l'emploi. Parce que c'est assez simple, hein. Netflix, c'est 0 emploi en France, hein. Canal, c'est 4000 emplois. Donc, à un moment, il faut qu'on l'aborde de manière économique. Et c'est pour ça que moi, je mène un combat au MEDEF, etc. là-dessus. Dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup d'investissements qui vont être consacrés au sport à travers les JO, à travers la Coupe du monde de rugby. Et je vais vous donner un élément hyper factuel et comparatif. Sur les JO de Londres, 96% des marchés publics ont été attribués à des sociétés UK. Sur la Coupe du monde en Russie et sur les JO de Tokyo, je ne vous fais même pas le schéma, c'est proche de 100%. Et en fait, vous vous rendez compte que nous, sur l'Euro 2016, qui a été la dernière grande compétition organisée en France, ou la Ryder Cup, c'est moins de 15 ou 20%. Donc vous vous rendez compte que c'est ça qu'on doit essayer de changer. Et c'est comme ça que l'État a créé un GIE qui regroupe toutes les marques françaises dans le sport. Et je crois que c'est un bon exemple. Nous, on évoque en intime, au sein de ce GIE, d'équipe de France du sport, de la Sportec, mais pas que. On parle de décathlon. Et à nous d'être fiers des marques françaises. Et ça passe par là. Ça passe par une évangélisation pour... le vrai argument, c'est de se dire on est là, on existe, on est bon, faites confiance aux startups françaises et on le fait de manière collective. Et je crois que c'est le seul argument de poids qui permet de combattre ce phénomène-là, où dès qu'il y a quelqu'un qui parle anglais et qui arrive en France, on a toujours l'impression qu'il est meilleur. Effectivement. Peut-être, Michel, sur ce que vient de dire Cédric, je fais un peu le parallèle entre le numérique et l'alimentaire. Bon, pendant la crise, on a beaucoup parlé de l'histoire de Carrefour et Couche-Tard. Néanmoins, ce que disait Cédric tout à l'heure est assez vrai, c'est que Haricot est parti d'une technologie qui était au départ plutôt industrielle et que vous avez amené sur l'alimentation. Donc, vous faites de la nébulisation, hein, si je résume, mais puis après, je vous laisserai préciser si vous le souhaitez. Mais finalement, il y a ce côté, d'avoir continué à ajouter des briques à la première solution pour justement aussi apporter quelque chose qui corresponde aujourd'hui à la volonté d'une alimentation plus saine, mieux contrôlée en amont, dans la façon dont les magasins, par exemple, gèrent leur stock. C'est quoi la vision que vous avez eue? Et aujourd'hui, peut-être aussi de dire les solutions françaises, est-ce qu'elles sont assez visibles et assez considérées par les grands groupes, par ceux qui font appel à vous? Alors déjà, par rapport à la souveraineté, bon, ça me gêne toujours que l'on parle que de France. Moi, j'ai connu, grâce à mon âge, l'époque où l'Europe n'était pas unie et où il fallait des cartes d'identité pour passer en Allemagne ou pour passer en Italie. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir vivre dans un monde beaucoup plus ouvert. Et je pense que la souveraineté, elle n'est pas uniquement française. Pour moi, elle est européenne. Ce n'est pas raisonner que sur la France. Mais malheureusement, on le voit dans le cas des vaccins. Il y a beaucoup de gens qui auraient bien aimé que la France fasse un cavalier seul là-dessus, alors que le choix de travailler au niveau européen, même si ça a été plus compliqué, mais même s'il y a eu des couacs, je pense que c'était quand même une décision courageuse politiquement, qui montre quand même que l'Europe, et peut-être à la fin, on verra qui aura gagné, mais si on peut parler de ça dans ces termes, on verra qu'au niveau Europe, on ne se débrouille pas si mal que ça, et on fera le compte à la fin. Malheureusement, ce sera peut-être le compte des morts, mais ça sera quand même... voilà, je pense qu'on n'est pas assez conscient du fait qu'en face de nous, on a des pays continents, comme les États-Unis, comme l'Afrique demain, et, voilà, et la Chine aujourd'hui, bien sûr. Et donc ça, je pense qu'il faut absolument qu'on travaille au niveau français pour être plus impliqué, mais c'est aussi notre faute. Hein. On a tendance à souvent être cavalier seul et à ne pas s'associer à des projets européens. Voilà. Donc je pense que la première chose pour moi, si on veut gagner la souveraineté, c'est de travailler au niveau européen. Alors, pour revenir au sujet sur l'alimentaire, je pense que l'alimentaire, effectivement, c'est un sujet très, très, très essentiel, c'est-à-dire que sans eau, sans alimentation, on ne peut pas vivre. La France était quand même numéro 2 de production agroalimentaire il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on doit être 5e ou 6e pays au monde. Donc, on a des pays comme le Brésil, comme les États-Unis qui ont énormément progressé. Bon, ils étaient déjà premiers, mais ils continuent à progresser, ils prennent des parts de marché. L'Allemagne qui est passée devant la France, alors que ce n'est pas vraiment un pays agricole traditionnel au départ. Et donc ça, il y a des questions à se poser aussi là-dessus. Pourquoi? Alors moi, je n'ai pas la réponse, hein, mais je pense qu'effectivement, on a la chance d'avoir effectivement une grande distribution très puissante. On a quand même des groupes comme Carrefour, Auchan, Casino qui sont connus dans le monde entier.
mais qui régressent aussi. D'année en année, ils régressent. Et ce n'est pas en les empêchant de s'allier à des Québécois qu'on va résoudre le problème. Aujourd'hui, on a appris que Carrefour avait racheté une société brésilienne. Donc, ils ont besoin de se développer. Et ce n'est pas en fermant notre marché qu'on va gagner la confiance des autres pays qui nous regardent un peu comme ah oui, quand vous achetez vous, ça va, mais quand c'est nous qui vous achetons, ça ne va pas. Donc voilà, il y a tout ce travail d'égocentrisme un peu de la France qu'il faut casser. Et donc nous, au niveau des produits, effectivement, la technologie que l'on a développée était au départ japonaise. Donc moi, je travaillais dans un groupe japonais et on a récupéré les brevets de cette technologie. Et on l'a effectivement développée. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qui est intéressant, c'est tout ce que l'on peut mettre autour d'une technologie de base qui permet de rentrer sur un marché, qui aujourd'hui nous permet d'aller d'un fabricant de machines à brouillard, comme je disais à une époque, on est passé au meilleur fabricant de machines à brouillard. On est passé ensuite à développer des solutions pour améliorer les conditions dans lesquelles ces machines étaient installées dans les magasins. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur la qualité de l'alimentation, sur comment ces produits enfin, nos solutions permettent de garder les produits avec des qualités organoleptiques optimales pour la nutrition des gens. Et effectivement, on accompagne un mouvement mondial aujourd'hui où l'alimentation devient de plus en plus locale, devient de plus en plus saine, quand même, il faut le reconnaître, entre ce que j'ai mangé moi quand j'étais jeune et ce que les jeunes mangent aujourd'hui, même si ce n'est pas satisfaisant, c'est quand même beaucoup mieux. Et voilà, donc je pense qu'il ne faut pas tout... On a encore des atouts, on a beaucoup d'atouts. En agroalimentaire, je pense qu'au niveau de la recherche, on a des grandes sociétés dans les semences, par exemple, qui rachètent des boîtes américaines, comme Limagrin, enfin, c'est des grands groupes qui se développent et je pense qu'il faut les aider. Il faut effectivement que déjà les Français en soient conscients et qu'on privilégie. C'est un scandale, effectivement, que l'on donne à des Jeux Olympiques à des pays enfin, à l'extérieur de l'Europe, je dirais. Je trouve que c'est pas. On doit profiter de ces occasions pour effectivement mettre en avant toutes les technologies et tous les savoir-faire français. Mais voilà, en même temps, il faut rester ouvert et ne pas se renfermer sur soi-même parce que c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. J'ai un peu digressé. C'est intéressant. Alors, du coup, Charles Cohen, donc vous êtes le créateur de Bodyguard. Je vais vous laisser expliquer ce que vous faites en une phrase. Ça vous inspire quoi à la fois la réflexion de Cédric sur, on va dire, la filière numérique, même si plus largement, et celle de Michel sur l'alimentaire. Et après, j'aurais une question pour tous les trois sur faut-il structurer les filières d'une certaine façon, Charles? Donc, Bodyguard. Alors, Bodyguard, très rapidement, on a développé une technologie qui repère les contenus haineux sur Internet avec une précision autour des 92-93%. Et cette technologie-là, on l'a mise dans une application mobile pour protéger gratuitement les particuliers du cyberharcèlement des contenus haineux. Et on l'a mise dans une autre solution pour les entreprises. Et on est un peu ça va être buzzword et mots-clés, je suis désolé, mais on a un peu le SaaS de la Trust and Safety, c'est-à-dire qu'on accompagne tous nos clients sur la modération, la protection de l'entièreté de leur entreprise. Donc, les réseaux sociaux de l'entreprise, les réseaux sociaux des salariés où on protège les salariés de l'entreprise également et leur propre plateforme, leur site, forum, blog, application mobile. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Bodyguard. Et finalement, Michel et Cédric ont pour moi résumé plusieurs choses qui sont assez importantes. Je suis entièrement d'accord avec Cédric sur l'importance de l'écosystème. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas un écosystème fort et tant qu'on s'entraidera pas sur certains sujets numériques et tech, ce sera compliqué de rivaliser avec les gros. Parce qu'on est quand même très vite limité en France. On a beau faire des levées de fonds, on est quand même très vite limité d'un point de vue marché et c'est aussi compliqué d'aller à l'international. Donc, si on peut déjà démarrer et prouver son produit sur le marché français avec des partenaires locaux, etc., c'est déjà un bon pas en avant et c'est déjà une bonne chose. Je suis également d'accord avec Michel sur le besoin
de réfléchir d'un point de vue souveraineté européenne, mais ça pose plusieurs problèmes à la fois parce que j'ai honnêtement l'impression que la France donne des milliards à l'Europe pour les subventions H2020, par exemple, qui sont des subventions européennes, et j'ai l'impression qu'en contrepartie, vraiment, on ne touche pas grand-chose. Alors que si on réinvestissait la même somme sur les startups françaises, ça aurait peut-être un impact différent. Donc peut-être un peu rééquilibrer tout ça parce que pour Bodyguard, par exemple, on essaie de participer à beaucoup de choses au niveau européen, mais c'est quand même très compliqué. Et vu les sommes qu'on donne pour ça, parfois j'ai un petit peu de... Il y a quelques trucs qui sont énervants. Ça soulève aussi un autre sujet qui est assez important, c'est l'importance de certains sujets liés à la technologie. Bodyguard, on peut la catégoriser comme thématique de cybersécurité. Et si on veut construire des alternatives au GAFA, si on veut créer les mastodontes de la tech, du divertissement, etc., il faut également des startups. Il faut que je donne un exemple sur la modération des contenus, tout simplement. Si on veut créer un autre YouTube européen, il faut des technologies qui sont capables de modérer les contenus haineux, qu'ils soient vidéo, audio, textuels, etc. Le problème, c'est que ces boîtes-là se font très souvent piller, racheter, et donc on ne peut pas créer d'alternatives à un YouTube, par exemple, parce qu'on n'a pas les technologies autour qui permettent de reconstituer ce que fait YouTube actuellement. Et ça, c'est un des sujets problématiques. Tant qu'on n'aura pas d'un point de vue, on va dire, deep tech, des alternatives et des boîtes européennes qui permettent de brique par brique reconstituer ce qu'ont fait les GAFA actuellement en interne, on va avoir des gros problèmes. Parce qu'actuellement, on peut pas dire qu'on veut lancer un Facebook si on n'a pas de solution de modération. C'est pas possible. Parce que c'est vraiment pas possible. Et je prends un cas très spécifique que je connais, c'est la modération. Et c'est des technologies qui sont très compliquées à développer, très longues, qui nécessitent de l'argent, des équipes, etc. Donc, il faut des solutions externes pour pouvoir faire ça. Ça, c'est un premier point important. Et pour vous donner un autre exemple sur l'importance de la cybersécurité et l'importance d'avoir une souveraineté européenne au niveau ce qu'on appelle les deep tech, donc des technologies assez touchy. Il faut que, par exemple, dans 4-5 ans, on peut imaginer que tous les contenus digitaux seront analysés par des technologies pour repérer les contenus haineux, repérer le spam, repérer d'autres choses. Il faut absolument que ces technologies-là soient des technologies européennes et non pas des technologies américaines, russes ou chinoises dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Parce que d'un point de vue souveraineté, d'un point de vue contrôle, ça peut être catastrophique. Et là, encore une fois, je parle uniquement de mon sujet qui est de la modération. Si dans 5 ans, la technologie qui modère tous les échanges européens, c'est une technologie chinoise, on est mal. D'où l'importance d'avoir une souveraineté européenne sur ces sujets de cybersécurité assez compliqués. Alors après, on peut parler pendant des heures sur d'autres sujets militaires, par exemple. L'avance des Chinois, des Américains sur les technologies d'intelligence artificielle sur le militaire est considérable. Et rien que ça va faire une différence déjà énorme. D'où, encore une fois, l'importance peut-être de réfléchir à un investissement plus important. J'ai vu là récemment qu'il y avait les 100 licornes européennes qui ont milité pour un fonds d'investissement de 100 milliards au niveau européen pour justement investir dans des technologies comme ça pour pouvoir rattraper ce retard. Parce que quand on voit que rien que l'investissement d'AliExpress est supérieur à l'investissement de la France dans le sujet de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning, on se rend compte un petit peu du problème. Alors, j'avoue que c'est facile de dire il faut de l'argent, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut aller dans ce sens-là, sinon on ne s'en rend pas encore compte, parce que les décideurs publics et politiques ne se rendent pas encore compte, mais quand on est de l'autre côté, quand on est du côté de la tech, on se rend compte que ça va être très très problématique si on ne fait rien maintenant. Désolé, c'était un peu long, mais on peut aussi switcher sur le sujet des semi-conducteurs, etc. C'est un vrai souci de fond. Exactement. Moi, ce que j'entends de tous les trois, c'est que finalement, il y a ce côté d'être aussi considéré par les acteurs français et européens sur des solutions européennes ou françaises. Enfin, c'est ce que, Cédric, c'est un sujet que tu portes assez souvent. Mais c'est de dire, finalement, il faut quand même aussi que les grands groupes choisissent des solutions françaises ou européennes, si on prend le prisme défendu par Michel. Mais effectivement, on a beaucoup aussi parlé d'une réponse européenne à la crise. Et d'ailleurs, on a vu que des problèmes que ça a pu créer du fait que chacun tirait un peu de son côté, si je peux dire les choses ainsi. Mais finalement, est-ce que ça ne commence pas déjà en interne de ne pas aller chercher d'ailleurs, aujourd'hui, on utilise une technologie Zoom. Mais pourquoi il n'y a pas de technologie française pour faire exactement la même chose? Tu veux que j'enchaîne? Aujourd'hui, il y a Orange qui a une solution, mais que personne ne connaît.
C'est-à-dire que même chez Orange, ils prennent Zoom. On a un vrai problème culturel. Et ça, le problème culturel, il est beaucoup plus complexe à gérer que tout autre problème. Déjà, on est souvent individualiste dans l'approche. C'est-à-dire que jusqu'au moment, on peut le voir dans plein de domaines, et notamment dans la gestion de la crise, on ne va pas faire notre BFM 2, mais clairement sans parler de l'effet Covid, on se rend compte que dès que ça nous touche moins, le français a une culture beaucoup plus moins engagée. Vous imaginerez bien, moi, sur MyCoach, par exemple, dans notre développement, un club italien n'envisage rien d'autre que de prendre une solution italienne, c'est ancré chez eux du plus petit au plus grand. Chez nous, c'est l'inverse. Donc, c'est simpliste comme analyse, mais c'est le premier combat à mener. Le deuxième combat à mener, c'est rare, mais je ne suis pas d'accord avec Michel, sur l'Europe. C'est qu'on doit d'abord réussir sur notre marché domestique. Pour moi, le Brexit a marqué un point essentiel face à l'Europe, notamment sur la gestion du vaccin. C'est-à-dire qu'ils sont passés en direct et on voit qu'en Angleterre, tout le monde est vacciné. Et en fait, le vaccin est venu mettre un premier percute à l'Europe dans notre non-gestion en fait, des stocks de vaccins et on voit qu'on a un retard considérable là-dessus. Et j'ai bien peur qu'à l'avenir, si on ne réagit pas rapidement, on est la même dans pas mal de thématiques. Charles a raison sur la cybersécurité, sur l'armée, sur tout ça. En fait, ce qui est assez alarmant, c'est que les gens ne voient pas ce qui est en train d'arriver à 10 ans, 15 ans. C'est l'emploi. Comment Charles, qui a 10 gamins, qui a 23, 24 ans, normalement, on doit tout miser sur lui pour qu'il ait 300 gamins, que ce soit la PME. Et on va revenir à une dimension plus réduite qui est celle de la Côte d'Azur. On avait sorti un livre blanc avec la CCI qui disait qu'on était le seul département, en fait, on était premier sur la création d'entreprises et dernier, en fait, sur le passage à la PME numérique. Comment on arrive à faire en sorte qu'on ait cette croissance endogène et qu'on soit accompagné pour déjà qu'on reste ici, qu'on existe ici sur la Côte d'Azur et que le rêve pieux de la Silicon Valley de l'Europe ne soit pas un rêve pieux, devienne réalité. Et pour ça, on parle de Silicon Valley, on parle de réussite, on parle d'ingénieurs, de techno, de levée de fonds, de tout ce que vous voulez, on ne parle pas d'écosystème, et c'est capitaliser sur cette génération, et qu'on dise demain, la Côte d'Azur, c'est Bodyguard, c'est Exacure, c'est toute cette nouvelle génération qui est en train d'émerger, et qui suivent nos exemples à nous. Je parle rien que de la mienne, Quant. Bon, vous connaissez bien la thématique d'Éric Landry, qui s'est attaqué à la souveraineté, mais ça ne se passe pas peut-être moins comme il veut, il y a eu des problématiques, pour monter ce cap au-dessus. Vous avez des David Ousmane d'Inventi qui avait beaucoup levé, qui était en train de révolutionner, et ça a été plus compliqué pour lui, et je l'aborde souvent. Voilà, c'est comment faire en sorte que derrière l'effet médiatique, on arrive à déjà créer une filière qui devient leader en France dans pas mal de domaines. La souveraineté, c'est ça, c'est de l'exemple criant. Michel ? Oui. Alors, je n'ai pas tout à fait dit qu'il ne fallait pas que la France ait ses propres soutiens et solutions, parce qu'on voit bien, Elon Musk, il a vendu ses premières Tesla en Californie, hein, il ne les a pas vendues tout de suite en Europe. Donc, je pense qu'il faut effectivement un marché local très fort et le soutenir. Mais ce que je voulais dire, c'est que très vite, au niveau des Français, on n'a pas tendance à raisonner au niveau européen. Le H2020, c'est un exemple. Moi, j'ai travaillé sur des projets anglais avec un R&D dans ma carrière. Quand j'ai vu l'efficacité qu'ils avaient à récupérer des budgets, et en cours de projet, ils arrivent à avoir des rallonges, mais ils travaillent avec un avocat, ils travaillent avec des moyens, ils se dotent de moyens aussi. Et pour l'exemple du vaccin est criard, hein, c'est qu'ils ont profité des failles effectivement de l'Europe en la jouant un peu cachée. On s'aperçoit après, mais on l'a découvert trop tard parce qu'on n'est pas assez réactif. Et ils ont clairement été borderline quoi, sur l'histoire des vaccins. Mais bon, l'Europe est fautive parce qu'elle n'est pas encore assez organisée. Mais si on avait été vraiment organisé, on n'aurait jamais laissé faire ça, on s'en serait aperçu tout de suite et on aurait réagi rapidement. Le cas de Zoom, c'est pareil. Zoom, il ne faut pas croire que Zoom, il s'est développé tout seul. Aux États-Unis, il taille des croupières à Microsoft, à Google, ils ont tous réagi trop tard. Et finalement, Zoom est arrivé parce qu'il avait une technologie qui marche quand même, il faut reconnaître, elle marche beaucoup mieux que toutes les autres qu'on peut utiliser, même si elles sont moins intégrées. C'est sûr que Teams est intégré à toute la suite Microsoft, donc ça donne plein d'outils techniques qu'on n'a pas avec Zoom. Mais en même temps, pour faire de la conférence, ça marche moins bien que Zoom. Donc, il y a quand même une reconnaissance du marché quelque part.
Et Zoom est américain, mais c'est quand même un patron chinois au départ. Donc, il a eu ça n'a pas été facile pour lui. Hein. Personne ne l'a aidé aux États-Unis à développer. Donc, c'est quand même rassurant. Ça montre que quand on a quelque chose qui marche, bon, mais la taille du marché à ce moment-là est essentielle. C'est-à-dire, si Zoom avait été en France, tout Zoom qu'il était, je pense qu'il ne se serait pas effectivement développé contre Microsoft et contre Google. Hein. Et Orange, bon, on peut dire qu'Orange a une solution. Bon, je vais arrêter là, mais c'est vrai que même moi, je ne le savais pas. Donc, effectivement, il y a un gros problème de communication. Michel. Comment ? Vidéo meeting. D'accord. Oui, non, mais c'est quand même, je ne l'ai jamais utilisé. Donc ça... Ouais, il y a d'autres solutions françaises. Après, il y a aussi la question du pillage des talents. Hein. Si Zoom, ils peuvent le faire, c'est parce que le marché là-bas, il est 10 fois plus gros. En France, tu lèves 1 million, là-bas, tu lèves 10 millions et tu payes tes ingénieurs 15 000 euros. Et tous les mecs qui sortent de Polytechnique en France, ils sont payés 20 000 là-bas, alors qu'ici, tu leur proposes 3 000, 4 000, 5 000 à tout casser. Et forcément, avec des talents comme ça, tu développes plus vite, tu t'attires plus de monde, tu es plus crédible et c'est une culture aussi vachement différente. On est en train, je pense, d'y arriver, mais on a un problème aussi. On sort un peu du sujet, désolé, mais il y a chez Bodyguard, moi, j'ai dès le départ voulu construire une équipe internationale parce que je pense que beaucoup de boîtes font l'erreur en France de construire une équipe française, de se dire on développe tout en France et ensuite on va à l'international et on recrute des talents internationaux. Moi, j'ai voulu faire l'inverse et commencer dès le départ à construire une équipe internationale pour attaquer plus facilement les marchés que je veux cibler après. Mais c'est pas facile. Mais je pense que c'est déjà si j'ai un conseil à donner rien que sur l'internationalisation qui finalement est lié à énormément de choses parce que si tu t'internationalises, tu as plus de budget, tu peux recruter mieux et derrière tu deviens un mastodonte comme l'a parfois fait Blablacar, etc. Mais voilà, c'était mon petit point aussi sur on a un problème de culture en France sur l'internationalisation. On a aussi un problème entre la région et rien que la France. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent disponible sur la Côte d'Azur par rapport à Paris, il y a des facteurs 10 ou 100. Donc, c'est clair que… Ça, c'est un vrai problème. Mais c'est bien d'exposer les problèmes. Au moins, ça commence à changer, mais ça passe par des webinaires comme ça pour changer petit à petit les mentalités, les façons de construire les équipes, les façons d'aborder l'international. Et petit à petit, c'est incroyable. Enfin, on est aussi français, donc on a tendance à mettre que le négatif en avant, mais quand même, il y a de très belles choses et on a quand même une super belle progression au niveau des startups françaises depuis 2010, quoi. Au niveau européen, je pense qu'on est un des plus beaux pays en parlant de startups, de levée de fonds et de talent. On est quand même très bien placé. Mais c'est dommage. Moi, je suis un peu frustré parce que on a le potentiel d'aller tellement loin, mais de par, alors je vais parler encore une fois d'autres choses, mais de par certaines lenteurs administratives, de par certaines mentalités françaises, on est ralenti et du coup, ça nous empêche d'aller aussi vite que d'autres et c'est dommage parce que le potentiel, on l'a. Cédric ? Non, je peux vous en parler, je l'ai vécu. Alors, j'ai vécu dans le sport, nous, en équipe. Aujourd'hui, MyCoach est un licencié sur 3 en France. Donc, 5 millions de pratiquants, tous sports confondus, sont chez nous. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et assez naïvement, et on a été reçu par la ministre. Je vais vous donner cette scène qui nous dit, bon, MyCoach, super, bravo, on a eu la médaille en chocolat, c'est sympa. C'était il y a 2 mois. Et on avait 15 minutes d'échange avec, où nous, on était labellisés comme la start-up française préconisée. C'est déjà un premier pas, c'est un début de changement. Et ce que j'ai expliqué, c'est de dire que nous, on est quasiment nationalisés. C'est comment cette techno, aujourd'hui, peut être au service, et de toute manière, de l'élan politique, de l'élan public, et avec un financement direct, peut devenir la solution française et aller plus vite. Et de cette accélération, derrière, on peut l'imposer de partout, parce que ça n'existe pas. Ce qu'on a commencé à faire avec l'UEFA. Et si vous voyez l'écho que ça a, on te regarde et on ne comprend pas. Et moi, je suis tombé sur une ministre, en l'occurrence, qui est top, parce qu'elle, on est resté 1h30, on a passé un moment ensemble, et on a échangé sur le modèle économique, sur la façon de faire, et elle s'est intéressée au sujet. Et en fait, à travers ce que je vous raconte là, il y a 2 sujets. Le premier, c'est que quand ils m'ont appelé furtivement, et Charles doit le vivre en ce moment, avec les prix qu'il prend, quand on m'a appelé la success story du sport français, j'ai dit, mais attendez, je crois que vous ne comprenez pas. Déjà, on perd de l'argent, déjà, on est financé, et déjà, mes concurrents ont levé 100 millions. Moi, je suis à 10. Donc,
déjà, pour moi, dans mon attitude, j'ai quasi perdu si j'accélère pas encore. Et vous me dites, vous êtes la success story française. Déjà, on a un problème à matérialiser, c'est à nous tous, entrepreneurs et notamment aux médias, de parler de chiffre d'affaires, de réussite entrepreneuriale et d'éviter de dire constamment qu'il y a telle révolution, telle disruption de marché tant qu'elle n'est pas effective. Et ce schéma-là, et avec Michel, on l'a souvent abordé, qui est technique et qui, lui, c'est preuve de marché. Et c'est pour ça que cette French Tech, la richesse de cette French Tech, c'est l'alternance de tous bords. C'est-à-dire qu'on essaye de créer quelque chose où on ne s'enflamme pas et on s'assoit sur des certitudes. Et quand on parle de souveraineté, c'est miser déjà sur des segments de marché où il y a des leaders qui prennent les marchés et on est tous derrière. C'est-à-dire que ce que va vivre Charles, c'est que là, il est smart, il est bon, on se rend tous compte, normalement on doit tous être derrière, ben là, il va y avoir 50 startups qui vont dire non mais moi je veux être le bodyguard du truc et qui vont lui mettre des bâtons dans les roues alors que normalement il devrait y avoir tout un écosystème qui le pousse avec un deal gagnant-gagnant comme ça se fait aux US ou de partout en lui disant bon maintenant mec, tu restes là, tu crées de l'emploi ici, on est tous derrière toi, mais derrière il faut que tu rendes au territoire ce qu'il te doit. Et moi j'essaye d'évangéliser là-dessus et quand je vous parle de sport, j'ai fait un schéma totalement différent en essayant d'être moins agressif et en évangélisant et en leur disant ce n'est pas normal que pour les JO, vous avez MyCoach et vous avez une solution étrangère, vous preniez la solution étrangère. C'est ultra confidentiel, on a un contrat sur lequel je ne peux pas m'exprimer, mais j'aurais aimé vous le dire et d'être hyper transparent. On a signé un contrat il y a la semaine dernière là-dessus et on le fait de manière mécanique. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on y est arrivé, mais la deuxième, c'est que normalement, ce n'est pas à moi de l'expliquer tout ça, ça devrait être au plus profond de soi. C'est qu'on devrait dire, bon ben, à équivalent, je porte la boîte, la start-up qui crée de l'emploi, qui s'enracine, qui est smart, qui investit avec les copains, etc. etc. Je n'ai pas d'autre argument que de le dire, mais en tout cas, on continuera à le dire tant qu'on me laisse la chance de pouvoir le faire. Tu as eu le même problème avec le Health Data Hub, tu sais, où ils sont allés chez Microsoft et non pas chez OVH. Donc, tu as quand même une certaine il y a quand même un vrai écart entre le discours politique et la réalité du terrain. Le discours politique de la Startup Nation, il est marrant en 2 minutes, mais la réalité du terrain, elle est tout autre. Donc c'est aussi… Si tu veux, le problème, alors là, je le connais très bien, parce que, mais je vais prendre des risques en l'abordant et en donnant les choses, parce que j'ai un contrat. Le Health Data Hub, c'est heureusement le politique s'est emparé du problème et les médias s'en sont emparés et la France a réussi à changer la donne. Ce qui est plus dramatique, et j'ai assisté à la French Tech, c'est le président de la République lui-même qui l'a dit, le problème, ce n'est pas le politique, c'est le donneur d'ordre. En fait, que tu saches, c'est celui qui est souvent acheté, ce n'est pas le politique lui-même, c'est le décideur, celui qui signe le contrat de l'appel d'offres. Et c'est ça le problème. Et là, il n'y a pas forcément de solution à part l'exprimer et le dire. Ouais, parce que ce décideur, il se dit… Pardon ? Oui. Ah oui, pardon, Michel. Michel. Non. Michel n'est pas une start-up, donc Michel est une PME. Et est-ce que c'est la même problématique quand on est français? Est-ce que par exemple le Made in France, c'est vendeur? Est-ce que quand vous allez sur le marché étranger où vous êtes présent, notamment en Australie pour pas le citer, est-ce que c'est vendeur d'avoir une solution française? On est présent en Australie, aux États-Unis, au Canada, et là on ouvre une filiale en Allemagne. Disons que sur l'alimentaire, la France, c'est peut-être une des forces de la France, c'est qu'on a gardé quand même une réputation d'être qualitative, d'avoir des solutions. Il faut reconnaître que la grande distribution française aussi est souvent en avance sur les projets, enfin la qualité des supermarchés, sur lesquels on tape tout le temps, mais c'est facile de taper sur les gros. Mais ils sont quand même largement au niveau, eux, par rapport à l'international. Et du coup, quand on parle de Carrefour, c'est quand même… c'est quand même une image de marque, même aux États-Unis, qui est reconnue. Et ils ont envie de savoir ce qui se fait chez Carrefour, ce qui se fait chez Auchan, parce qu'ils n'y vont pas souvent, ils ne viennent pas souvent en France. Donc, nous, on a eu cette bienveillance au départ. Après, moi, je pense qu'au niveau on s'est pas mal débrouillé, parce qu'aux États-Unis, sur la Californie, notre système était interdit. Il y a certains côtés qui m'ont montré qu'effectivement, les États-Unis étaient beaucoup plus efficaces concrètement. C'est-à-dire que moi, j'avais un problème en Californie, notre solution technologique avait été interdite une quinzaine d'années avant parce qu'il y avait une société qui avait essayé de développer
ça. Et du coup, quand je suis arrivé en Californie, les magasins m'ont dit nous, on ne peut pas l'installer parce que c'est interdit. Et on est allé voir le Conti, les Conti, il y a 13 Conti en Californie. On a fait une réunion avec eux, avec un Américain, bien sûr. On avait quelqu'un qui nous aidait au niveau américain. Le client, qui voulait aussi, c'est-à-dire le client, c'était Albertsons, c'est une des plus grosses chaînes américaines de supermarchés. Ils sont allés à la réunion et en 2 mois, on est passé d'interdit à autorisé. Et ça, j'ai trouvé que je me suis imaginé la même chose en France, même une boîte américaine, PME américaine qui veut s'implanter en France et qui tombe sur une interdiction quelque part légale de principe. Je ne crois pas qu'en 2 mois, il aura solutionné ce problème en France, même lui. Et donc, nous, on se bat quand même contre un état d'esprit, c'est même pas l'administration, c'est un état d'esprit global, parce que cet état d'esprit, on le retrouve aussi dans les grands groupes, on le retrouve chez Carrefour ou autre. On est moins supporté en Italie par Carrefour Italie que ce qu'on devrait, parce qu'on est référencé Carrefour Europe. Et quand on va en Italie, on nous dit non, mais ici, c'est l'Italie, c'est pas pareil. Il faut que vous prouviez que ça marche. Donc voilà. Et aux États-Unis, là, on a fait un dossier. En 2 mois, il y a eu un vote des 13 comtés et on a été autorisé. Et ça, c'est un exemple, mais c'est un des problèmes de la racine du mal, c'est qu'on n'est pas prophète dans notre propre pays et déjà, on a des bâtons dans les roues, je suis assez d'accord, avant même d'avoir commencé, par des gens qui pensent bien faire en disant nous, on est international, on doit faire des appels d'offres ouverts et qui ne regardent pas qu'à côté, tout n'est pas si clean que ça et aussi ouvert que ça. Mais voilà. Donc, moi, en tant que PME qui commence effectivement à aller significativement à l'export, parce qu'on fait aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires à l'export, je trouve que c'est plus facile à l'export qu'en France, franchement. L'Australie, pareil. L'Australie, ça a été un déploiement de 500 magasins en 13 ou 14 mois. Jamais on a eu ça en France, quoi. Ils ont décidé, paf, ils déroulent. Et ils nous aident et ils essaient de trouver des solutions. Quand on leur a dit qu'ils nous payaient trop tard, ils ont dit on va vous avancer les paiements. Enfin, ils essaient d'aider Non, mais on est un partenariat. On sent vraiment qu'on n'est pas client-fournisseur, quoi. On est vraiment sur un partenariat et ils ont envie de réussir leur projet et ils font tout pour que ça marche, quoi. Et ça, c'est la même chose, on l'a pas en France, ça c'est sûr. Exceptionnellement, entre PME, quand on a des relations entre PME, on y arrive, mais dès qu'on est affaire à un grand groupe, c'est beaucoup plus compliqué. Cédric ? Donc voilà. Des petites expériences. Laissez Charles parler. Je l'ai coupé tout à l'heure. Comment ? Vas-y, parle, Charles, je t'ai coupé tout à l'heure. Cédric, il y a un truc qui est très juste dans ce que tu dis, c'est que le décideur, lui, il est là pour 30 ans et il se dit, et là où les politiques sont là pour un mandat, tu vois. Donc, et c'est ce que ces mecs-là aussi se disent, tu vois. Donc, c'est ça le problème au niveau des administrations aussi. C'est quelque chose de vrai et de révélé. C'est que il y a des vrais soucis entre, c'est vrai, la communication et ce qui se passe vraiment de manière effective parce que les mecs se disent les gouvernements ils sont là pour 5 ans et ensuite basta, c'est d'autres qui reviennent, tu vois. Donc c'est aussi une des raisons de ça et tu as tout à fait raison, c'est le décideur qui a un problème. Alors, tu as plusieurs sujets en même temps, notamment le premier du niveau. Plus nous, on montrera le niveau de représentation, le niveau des instances, mais en même temps le niveau d'engagement collectif, et plus on sera audible. Ça, c'est la première des choses. Et ça, c'est un combat. Souvent, je me pose la question de l'implication, on parle de la French Tech, mais le MEDEF, etc. Et ça passe par là. C'est qu'à un moment, s'impliquer, c'est aussi pour créer des choses, pas pour être là, parce que sinon tu perds du temps, mais pour un combat. Le combat qu'on mène, c'est celui de l'entreprise. Je crois que dans les années qui viennent, ce qui va ressurgir, c'est l'engagement. Il ne faut pas se leurrer, on va avoir une crise économique, on va avoir une crise sociale. Et ça n'a pas une réponse politique, ça va être une réponse qui va passer par l'emploi et notre capacité à créer de l'emploi. La stat on parle de souveraineté, mais la souveraineté, c'est surtout protéger des créateurs d'emplois. C'est-à-dire que si ça ne passe pas par là, je vous donne un exemple, un emploi sur 2 aux US, c'est un emploi qui sort du numérique. Chez nous, c'est 1 sur 200. Donc ça veut dire que si on ne réagit pas, et c'est pour ça que l'investissement est nécessaire, c'est pour ça que tu dois rester là, toi, c'est pour ça que tu dois passer de 10 à 300, qu'on doit tous être derrière toi, parce que si on ne réagit pas, on va devenir une terre touristique. Moi, je n'ai pas de problème, j'irai ailleurs, mais c'est ce que je véhicule. Et là, je crois qu'il y a une prise de conscience là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Et nous, on doit leur faire prendre conscience en disant, mais attendez, et c'est ce que j'ai dit, moi, au niveau national.
la discussion que j'ai pu avoir, c'était de dire, écoutez, de toute manière, moi j'ai d'autres boîtes, j'ai plusieurs mandats, je suis entrepreneur, donc my coach, si my coach réussirait pas, j'ai tout donné, on a eu des contrats, on a levé des fonds, ben, c'est pas un souci. Par contre, les 40 emplois qu'on a, qui vont devenir 80 et 160, c'est une matière à réflexion, et c'est ça qu'on doit privilégier. Clairement d'accord. Après, tu as encore d'autres problèmes de fond qui en découlent, c'est le coût d'embaucher. Tu vois. Ça rejoint finalement des côtés très culturels, hein, finalement. La C'est ça. France n'a pas la même façon de fonctionner que des pays Moi, comme les États-Unis, comme on a tous évoqué. Moi, j'ai un aspect très social. Donc, en même temps, je suis ravi de participer au côté social de la France, parce que c'est quand même magnifique ce qu'on a dans notre pays. Je suis ravi de payer des charges pour pouvoir alimenter, maintenir ce côté social qui est merveilleux au niveau santé, au niveau accueil, au niveau tout ça, c'est magnifique. Mais d'un autre côté, c'est compliqué de recruter parce que ça coûte extrêmement cher en termes de charges patronales, etc. Donc ça aussi, c'est un débat qu'il faut avoir. Et là aussi, on a une différence avec les autres pays. Dans plein de pays, c'est beaucoup, beaucoup moins cher, donc ils peuvent recruter plus, aller plus vite et donc ramener du chiffre plus rapidement. C'est aussi, pour moi, quelque chose à prendre en compte qui est important. Mais tout est lié, effectivement. Tout est lié. Mais ça sera digéré si derrière on te fait confiance rapidement. Exactement. À la limite, si derrière, je recrute une personne et ça me permet de signer des deals, etc. Exactement. Là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Moi, pour réinvestir, c'est ce que je fais. D'ailleurs, dès que je signe un nouveau contrat avec Bodyguard, je recrute quelqu'un dans l'optique de faire une levée de fonds. Donc, je suis dans ce modèle de brûler de l'argent. Mais pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément la chance de faire une levée de fonds, etc., c'est compliqué de recruter. Et en France, quand tu recrutes 2 personnes, d'un point de vue charge, tu peux en recruter 4 aux États-Unis, quoi. Et ça change pas mal de choses aussi. Le deuxième sujet, c'est notre approche entrepreneuriale. Cédric, juste, je te coupe. Il nous reste très peu de temps, donc je te laisse le mot. Non, dis-nous sur les sujets. Tu sais, nous, on était partis. Non, on dévie totalement, mais on peut parler 2 heures. Ah, mais derrière la thématique de souveraineté, moi, j'adore cette analogie souveraineté-puissance. C'est que il n'y aura pas de souveraineté si on n'est pas fort. Si lui, il n'est pas fort dans la cybersécurité, si moi, je ne suis pas fort dans le sport. Ça. Et en fait, l'écho que j'ai eu quand je vous parle de l'agence nationale, du ministre, etc., c'est réel. C'est de leur expliquer. Je leur dis, vous savez, derrière les 2-3 startups phares dans le sport, si moi, je suis faible, c'est vous qui êtes faible. Et ça, j'ai senti en renvoyant cet écho, et c'est risqué, hein, cette position médiatique, mais c'est de leur dire, derrière, c'est le tremplin, c'est les investissements de la mairie de Paris, c'est les investissements du package G11, c'est les investissements de tout un écosystème qui va se dire merde. Et c'est ça, la prise de conscience. Notre seul argument à nous, c'est d'être bon, c'est d'être à la hauteur de notre engagement, mais en même temps, c'est de faire prendre conscience que demain, si Bodyguard, qui incarne, c'est notre Mbappé de la French Tech, s'il s'effondre, mais c'est toute une nouvelle génération, pour moi, qui va s'effondrer derrière. Clairement. Yes, mais moi je suis entièrement d'accord avec toi, Cédric. Mais il faut quand même mettre en avant certains problèmes liés à la culture française. Un exemple tout bête, la BPI, il lance énormément de subventions pour les deep tech. Je me suis renseigné, Bodyguard ne fait pas partie des deep tech. Il faut soit avoir un profil d'ingénieur, soit avoir un profil de doctorant. Donc tu vois, la France, on est encore très très loin à miser sur les CV, sur les profils, sur les diplômes. C'est ça en fait. C'est que ça ne doit pas rester des problèmes individuels. On doit les faire monter. Et là, c'est ça. Mais tu vois, ça doit être donc Bodyguard, où on parle d'un sujet cybersécurité assez important et qui, dans les 5 années à venir, sera super important. Je ne peux pas accéder à certains prêts ou à certaines subventions ou à certaines aides parce que ce n'est pas considéré comme deep tech, parce que je ne suis pas un doctorant, parce que je n'ai pas fait d'études. Tu vois, donc on est encore là. À l'ancienne, où on regarde les diplômes, on regarde tout ça. Pour avoir ton statut de jeune entreprise innovante, il faut que tu aies un ingénieur, tu vois. Alors que, tu vois, j'ai commencé la programmation à 11 ans et bon, c'est pour me jeter des fleurs, mais j'ai un meilleur niveau qu'un mec qui sort d'école d'ingénieur. Mais pour autant, aux yeux de la BPI, je ne vaux pas grand-chose, tu vois. Donc, on est encore à l'ancienne, là où dans les autres pays, ils ne regardent pas du tout ça. Donc, c'est des tout petits trucs, hein, mais il y a on est normé, mais c'est par notre attitude et notre manière de faire qu'on va réussir à évidemment pas quand tu es différent. Évidemment.
Évidemment, tu vois, c'est en s'unissant comme ça au niveau local, au niveau national, qu'on va faire changer les choses. France Digital fait un très bon travail aussi. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'il faut mettre en avant, dire que, attendez, il faut changer les choses, ça va prendre du temps parce que c'est long, mais c'est nécessaire pour pouvoir rivaliser. Euh, le Next 40, tu vois, c'est à la limite un Alors, on truc. ne va pas partir sur le sujet du Next 40 et du Pardon. F120 parce que là, on va énerver Cédric et on pourrait retenir encore 2 heures. Le sujet est passionnant, effectivement. Il y a plein de sujets dans le sujet. La souveraineté égale puissance, c'est vrai. C'est même peut-être encore la meilleure définition. Merci à tous les trois, même si Michel Chou nous a quittés entre-temps. Bah, merci à vous. Et à vous surtout continuer c'est à vous sur ce de laisser la parole et qu'on continue comme ça. De manière, la seule réponse, c'est ça, c'est de la prise de conscience. On est des pionniers là. C'est ça, il faut parler. On reviendra et dans 10 ans, si on sera encore là, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue dans les 10 prochaines années. Parfois, ce n'est pas perceptible, mais c'est le cas. On espère que vous serez entendus et en tout cas, on continuera à porter cette parole. Merci à tous les trois. Merci Laurence, merci Virginie. Ciao, ciao. Au revoir.